Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 29 janvier. Le résultat pour le 26e téléradioton de la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. L'OCPAC offre un nouveau service de kinésiologie pour les personnes atteintes de cancer sur tout le territoire gaspésien. Un nouveau projet de karting à Saint-Elzéar. 2 nouvelles émissions de votre télévision communautaire Télévac seront bientôt à l'antenne. Pêche en herbe fête ses 25 ans. Et votre chronique, rendez-vous. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, était très heureuse d'annoncer un premier résultat pour son 26e téléradioton. C'est un magnifique total de 326 876 $ qui ont été amassés pour l'aide aux personnes handicapées de notre grande région. Madame Thérèse Sirois, la directrice générale, nous en parle. Bien, bonjour, Madame Sirois. Bonjour. Vous avez une bonne nouvelle, malgré toute la pré-pandémie et la situation économique qui est difficile, comme vous l'avez mentionné dans la dernière entrevue. Vous avez atteint encore cette année votre objectif? Oui, vraiment, on était, je vous dirais, les premiers surpris, puis en même temps, les premiers à ne pas l'être aussi. C'est un peu ambigu, mon affaire, mais on sait à quel point les gens sont généreux avec la ressource, à quel point les gens sont avec nous. Puis en même temps, on savait, comme vous dites, le contexte pandémique, la récession et tout ça, fait qu'on s'était gardé là, réalistement notre 300 000 $ comme objectif, puis finalement, on l'a dépassé à presque 327 000 $. Donc, c'est vraiment une belle nouvelle, puis ça va faire en sorte que les gens vont pouvoir recevoir plus de services. Ça va nous permettre de mettre certains projets là, en marche. C'est assez incroyable, la générosité du monde, d'année après année. C'est sûr que puis ça en prend beaucoup d'argent aussi pour tout offrir, tous les services que vous offrez. Pouvez-vous nous faire un petit rappel justement sur tous les services que vous offrez, puis à quoi cet argent va surtout servir? Oui, certainement. En fait, les services que la ressource offre sont quand même assez larges. Ce qu'on veut, nous, dans un premier temps, c'est vraiment que les personnes puissent garder leur autonomie, demeurer chez eux le plus longtemps possible, que ce soit par l'achat de l'aide financière pour l'achat d'équipements spécialisés qui n'est pas couvert par le réseau, qui ne fait pas partie d'un programme que le réseau de la santé offre déjà. On ne veut pas prendre la place du réseau de la santé. On vient en complémentarité, c'est ce qu'il faut bien comprendre. On ne veut pas prendre la place des autres organismes, des autres levées de fonds. On vient en complémentarité. Fait qu'on parle d'adaptation de domicile, on peut parler d'équipements spécialisés, de l'aide financière pour du répit, pour des loisirs pour les personnes handicapées. On est beaucoup sur le territoire aussi pour faire la défense de droits, être là sur les différentes tables de concertation, faire entendre la voix et les besoins des personnes handicapées. On a des beaux projets qui sont en mouvement. Là, ici, dans le Bas-Saint-Laurent, ça a déjà commencé, le répit baluchon. On veut l'amener en Gaspésie aussi. Fait tout ce qui se trame, tout ce qui arrive, ces sous-là qui nous arrivent, qui nous soutiennent, bien, nous, ça fait juste comme nous donner encore plus de pouvoir ou de guts, si on veut, d'énergie, serait le bon mot pour continuer puis essayer de mettre en branle là, tous ces projets-là, puis continuer la mission de la ressource envers les membres puis leurs familles aussi pour les soutenir là, dans ce qu'ils ont à traverser dans la vie, puis être capable de maintenir ça aussi, là, cette qualité-là envers ces personnes-là. C'est combien de personnes environ que vous aidez chaque année? Bien, je vous dirais que, bon an, mal an, c'est aux alentours de 1000 à 1200 personnes qui nous font des demandes ici chaque année. Puis parfois, une même personne va faire plus d'une demande par année. On comprendra que quand on parle d'un enfant qui est comme dans un mode d'évolution, qui grandit, qui change et tout ça, bien, il va y avoir peut-être plus de demandes qui vont se faire jusqu'à sa maturité. Après, quand on devient des adultes, bien là, ça stagne un peu, mais on les accompagne tout au long selon les besoins qu'ils ont, là, c'est bien certain. Là, la ressource, elle existe depuis 26 ans. Oui. Est-ce qu'il y a une augmentation du besoin, des demandes qui sont faites? Oui, bien, plus on est connu, c'est un peu comme l'histoire, plus on en mange, plus on l'aime, c'est un peu la même affaire. Plus la ressource est connue, bien, plus les gens nous font des demandes. Quand on s'est rencontrés l'automne dernier, malgré le fait que du côté de la Gaspésie, on reçoit beaucoup de demandes, je vous dirais que la majorité, dans la dernière année, là, la majorité des demandes qui nous sont venues nous sont
qui ont été faites à la ressource proviennent de la Gaspésie. Et après qu'on a été rencontrer tous les médias à l'automne dernier, bien, on a toutes les demandes, ou je vous dirais, peut-être pas toutes, mais 90% des demandes qui sont entrées après notre visite en Gaspésie, c'était des nouvelles demandes, des nouvelles personnes qui ne savaient pas qu'on existait, que cet organisme-là était là, puis qu'on pouvait les aider, donc on pouvait leur venir en aide. Fait qu'on a eu beaucoup de téléphones, de questionnements sur ce qu'on fait et tout ça. Fait que c'est vraiment parfait, là. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui travaille à réaliser ces télé-radiothons. Est-ce que c'est bien compliqué d'avoir des bénévoles chaque année ou ça va quand même bien de ce côté-là? Mais ça va quand même bien sous la forme maintenant que c'est rendu. Tu sais, on a comme une semaine, c'est le show qui se fait à la salle des Jardins TELUS. Fait que, tu sais, on a comme une équipe de bénévoles qui s'implique là. Après ça, quand on fait le téléradiothon, que là, ça devient régional, puis dans chacun des secteurs, ben c'est plus facile de trouver des équipes ou, tu sais, de faire différemment. La pandémie nous aura appris ça, là, qu'on peut aussi faire différemment. C'est sûr que, tu sais, comme dans tous les organismes du bénévolat, on en a toujours besoin. Des personnes qui s'impliquent, on en a toujours besoin. Des personnes qui s'impliquent dans nos conseils d'administration, on en a toujours besoin. Mais, tu sais, ça se passe quand même bien. Puis quand les gens viennent nous voir, se collent un peu à l'organisme et tout ça, puis apprennent à nous connaître, ben tu sais, après, ça continue. Puis on a des gens qui sont avec nous là, depuis les tout débuts de la ressource comme bénévoles, des gens qui font partie du conseil d'administration depuis les tout débuts, depuis les 26 dernières années. Donc, on est quand même privilégié de ce côté-là. Ben gros bravo à tout le monde. Bien, merci infiniment. Puis merci à vous, puis bravo à vous, parce que cette portion-là du téléradiothon, si on ne vous avait pas, ben on aurait beau faire le plus grand des shows, le plus grand des spectacles qu'on peut imaginer, mais s'il n'était pas vu ni entendu par personne, ben ça serait, les dons n'arriveraient pas. Cette solidarité-là régionale fait toute la différence pour nous, pour nos membres et tout le monde. Fait que, tu sais, il y a une portion de ce 326 000 $ qui est entré dans nos coffres, bien, c'est grâce à vous autres aussi, là. Les personnes atteintes de cancer vivant en Gaspésie pourront participer à des séances virtuelles de kinésiologie. Offerte par l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer, l'activité sera supervisée par Mme Manon Lebrun, kinésiologue. Nous les avons d'ailleurs rencontrés à ce sujet. On ajoute cette année à notre programmation d'activités le projet COV. En fait, c'est un service qu'on va offrir. C'est de la kinésiologie pour les personnes atteintes de cancer, spécifiquement pour les personnes atteintes de cancer. C'est un projet qu'on a vu, qu'on regarde aller depuis quelques années, puis qui a gagné un prix au Programme québécois de cancérologie. C'est la Fondation Virage, qui est un organisme communautaire en oncologie comme nous, mais eux, ils sont situés au CHUM à Montréal. Donc, il y a des kinésiologues qui travaillent avec eux, qui ont fait des programmes personnalisés pour les personnes atteintes de cancer dans... Peu importe le stade où ils sont rendus dans leur maladie, ils peuvent faire de l'exercice adapté à leurs conditions. Puis nous, on importe ça ici, là, on commence le projet ici en Gaspésie. C'est quoi les bienfaits de la kinésiologie? Les bienfaits pour les personnes atteintes de cancer, ça diminue beaucoup l'anxiété. Le fait d'être en groupe aussi, c'est un effet de levier, d'encouragement. Les gens aussi ont des améliorations sur leur traitement. En fait, ils prennent ça plus positivement. Ça les aide aussi au niveau de l'énergie, ils regagnent de l'énergie. Puis c'est bénéfique là, pour les personnes atteintes de cancer. Là, c'est une première année? Oui, c'est la première année qu'on fait ça ici en Gaspésie. Y a-t-il des dates limites d'inscription? Y a-t-il des périodes où c'est à l'année? Non, on va offrir ce service-là en continu. Donc, peu importe le stade, peu importe si vous venez d'avoir un diagnostic, si vous avez un diagnostic au mois de mars, au mois d'avril, vous pouvez vous inscrire. La kinésiologue adapte vraiment les exercices aux besoins de la personne, au stade où elle est rendue.
dans sa maladie. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi au juste la kinésiologie? Oui, bien, les kinésiologues, on utilise le mouvement à des fins de réadaptation, des fins de performance sportive parfois, ou la santé globale de la personne, mais nous, on utilise vraiment le mouvement humain. Donc, dans notre formation, on a beaucoup fait d'analyse du mouvement. Donc, on est vu comme les spécialistes du mouvement humain. Puis c'est quoi tous les bienfaits que ça peut apporter à une personne qui est atteinte de cancer? Bien, c'est que le corps humain est fait pour bouger. Donc, lorsqu'on bouge, mais de façon bien encadrée et bien adaptée à notre santé, c'est très, très profitable pour la santé globale de la personne. Alors, une personne en meilleure santé va avoir une meilleure expérience au niveau de ses traitements, l'anxiété peut diminuer. Il y a plein d'effets, il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les kinésiologues, par le mouvement, ont un effet très bénéfique pour la clientèle en oncologie. D'accord. Puis, et comment ça va fonctionner une fois que la personne s'est inscrite? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Oui, parfait. Donc, la personne va sur le site de l'OCPAC pour s'inscrire. Après ça, elle remplit un formulaire, elle reçoit un courriel de confirmation. Puis là, moi, je les appelle et puis je prends rendez-vous avec elles selon leur disponibilité pour une évaluation complète. Alors, c'est une évaluation qui a été élaborée par l'équipe de kinésiologues de la Fondation Virage parce que nous sommes en partenariat avec Virage. Alors, il y a une étroite collaboration avec eux qui offre le programme depuis 2013. Donc, je profite de toute leur expérience et de toutes leurs connaissances. Et puis, c'est grandement apprécié pour le bienfait du service là, pour la clientèle en Gaspésie. Et puis, cette évaluation-là évalue aussi les problèmes adjacents, les autres problèmes de santé qui, des fois, sont un petit peu mis de côté pour s'assurer que l'exercice est fait en toute sécurité. OK. Puis, la séance comme telle, elle va se dérouler comment? Comment ça va fonctionner? C'est que moi, j'ai un très, très grand écran de 54 pouces. Et puis, pour pouvoir justement bien voir les participants. Chaque participant est seul devant son écran. Et puis, moi, j'ai les informations, le programme, les informations de contact de chaque participant que j'ai à l'écran. Donc, je suis vraiment en temps réel, toujours avec eux, à leur donner des conseils au niveau de placement de leurs bras, les choses comme ça. Alors, je vais avoir, tout dépendant de la place sur mon écran, comme j'ai dit, j'ai un grand écran parce que j'aimerais avoir le plus de gens possible, mais je dois les voir de façon satisfaisante pour la sécurité. Je dois vraiment le voir si la dame ou le monsieur se sent un peu moins bien pendant les exercices. Je vais être à l'affût des signes vitaux, de tout ce qui se passe à l'écran. Là, après ça va être des blocs d'exercices. Donc, exemple, exercice bloc 1. Tous les gens ont un exercice du haut du corps, exemple. Mais ce ne sera pas le même exercice pour chacun. Et même, ça se peut même qu'il y a des gens que ce n'est même pas le haut du corps, tout dépendant des restrictions de ce qui va avoir été évalué. Chacun va avoir son programme personnalisé, mais va l'exécuter en groupe. Donc, tout le monde se voit. Donc, ce que ça fait aussi, c'est que les gens peuvent se connecter d'avance, puis ils peuvent clavarder, les gens prennent des nouvelles de comment ça va, et ceux qui n'ont pas envie ne sont pas obligés non plus. Mais on a l'effet bénéfique du groupe, tout en ayant aussi l'effet bénéfique d'un programme personnalisé. Parce que quand on donne des séances de groupe, ce qui est un peu frustrant des fois, s'il n'y a pas eu tout ce cheminement-là, c'est que c'est pas nécessairement bien adapté à la personne, tout ce qu'on fait. C'est dur de faire une séance de groupe qui est vraiment parfaitement adaptée à chacun. Puis en oncologie, c'est une clientèle avec des particularités. Certains ont eu des chirurgies à des endroits particuliers. Bon, c'est très, très important là, que ça soit personnalisé. Fait que ce programme-là fait ça. Fait que ce n'est pas que des séances de groupe préétablies d'avance, que tout le monde fait la même chose. Et c'est sur musique. Y a-t-il autre chose à surveiller au niveau de l'OCPAC prochainement? Oui, on va voir. On a recommencé finalement, après la pandémie, puis plusieurs arrêts, les cardio-piscines. Donc, surveiller notre page Facebook. On va annoncer plein d'activités. On a une programmation aussi qui va être affichée là, à partir de la semaine prochaine sur notre site web de plein d'activités différentes qu'on va avoir cette année dans la programmation. Donc, surveiller la page Facebook puis le site web de l'OCPAC. Puis pour s'inscrire au programme COV, c'est aussi sur la page de l'OCPAC, sur ocpac.ca, donc ogpac.ca. Il y a un petit bouton en haut de l'écran à droite où vous avez juste à cliquer et il y a un formulaire d'inscription qui va vous dire quoi
formulaire d'inscription, en fait, qui va vous dire quoi écrire. Et puis après ça, la kinésiologue Manon Lebrun va vous contacter pour vous évaluer. Une famille de nouveaux arrivants s'installe à Saint-Elzéar et prévoit y ouvrir un centre de karting. Clément Vrignot, celui qui est à l'origine de ce beau projet, nous informe à ce sujet. Vous êtes nouvel arrivant en région. Ça fait combien de temps que vous vous êtes installé par ici? Depuis le mois de juin, on s'est installé à Saint-Elzéar. Et vous venez de où, au juste? On a été pendant 3 ans, un petit peu plus de 3 ans à Drummondville, et on est français. On a émigré. Vous êtes de quelle région, au juste? Saumur, Angers, Tours, les châteaux de la Loire. Puis là, présentement, vous avez un beau projet, un gros projet qui est en route, que vous travaillez dessus. Pouvez-vous nous expliquer en gros, c'est quoi votre projet? Tout à fait. On a pour projet d'ouvrir une piste de karting sur terre battue l'été. Et en hiver, on va la transformer en glace pour pouvoir que nos locaux en profitent toute la saison et pas que pendant qu'il y a nos touristes qui viennent ici. Je pense que c'est très important de l'axer sur nos locaux. Qu'est-ce qui a été fait au juste sur le projet jusqu'à maintenant? Aujourd'hui, on a trouvé notre terrain qui a été approuvé par l'urbanisme, la MRC. Et nous avons déjà le devis des kartings et une bonne liste du matériel pour faire ce projet-là. Et ça va être une piste qui va être ouverte juste pour les courses ou ça va être ouvert? Non, c'est pas que pour de la compétition, c'est pour Monsieur Tout-le-Monde. C'est du carte de location. Vous venez sans rien et nous, on vous offre tout l'équipement, le casque, une combinaison jetable, les gants, et vous montez dans des cartes de temps qui font 9 HP. Et vous faites des sessions de 20-25 minutes. Contre 10 autres participants qui viennent, soit vos amis, soit de la famille, ou soit des inconnus. Et là, vous faites des sessions, vous faites des tours, et c'est l'intérêt d'une piste de karting, c'est de pouvoir faire découvrir le sport automobile à un tarif vraiment abordable pour tout le monde. Ça, c'est un domaine que vous connaissez bien, vous? Oui, tout à fait, oui. En France, j'ai eu le loisir d'avoir une voiture de collection sportive qui m'a permis de rouler sur les plus grands circuits d'Europe, comme Dijon, Prénois, Spa-Francorchamps mais encore le Nürburgring Nordschleife. Et c'est avec cette expérience que je souhaite faire découvrir le monde automobile et le sport automobile à nos locaux à un tarif vraiment intéressant, quoi. Et c'est quoi les prochaines étapes pour votre projet? À l'heure actuelle, on a ouvert un sondage grâce à notre page Facebook qui est Karting Saint-Elzéar. On n'attendait pas, on l'a ouvert samedi et on n'attendait pas autant de personnes à répondre favorables sur notre projet. Au début, on avait axé notre projet sur du tourisme et en fait, on voit que il y a un réel intérêt pour nos locaux et on est très 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 satisfait de ça. Et là, on vient de lancer un GoFundMe qui va nous servir à nous autofinancer. Pourquoi de l'autofinancement? Tout simplement pour éviter que la banque nous prête de l'argent et de rembourser cet argent et surtout les intérêts. Ce qui a pour effet de diminuer drastiquement le prix d'entrée des 20 ou 25 minutes qu'on va faire payer pour nos locaux, quoi. Puis là, les gens, s'ils veulent vous aider personnellement sans passer par GoFundMe, ils peuvent quand même vous rejoindre. Oui, tout à fait, oui. Ils peuvent nous joindre grâce à notre page Facebook ou tout simplement sur notre adresse courriel qui est kartingsaintelzéar à commercial@gmail.com. Tout attaché, sans accent. Puis idéalement, le projet, il devrait voir le jour quand? On espère en début d'été. L'idéal, ce serait d'ouvrir au 1er juillet pour justement profiter du tourisme qui va nous apporter notre fonds de roulement pour réussir à enchaîner sur les années suivantes, quoi.
Bien, bonne réalisation. Merci beaucoup. 2 nouvelles émissions qui assurément vont beaucoup vous intéresser seront diffusées prochainement sur nos ondes. Michel Langelier, qui réalisera et animera ces émissions, nous en donne un petit avant-goût. Là, tu travailles présentement sur deux projets d'émissions qui vont être diffusés ici sur nos ondes. Oui. Peux-tu nous expliquer, en gros, c'est quoi les 2 projets? Oh oui, c'est 2 projets qui m'excitent beaucoup. En septembre, on avait parlé d'un projet d'émission de cuisine, puis j'étais comme... Ben non, ça ne m'intéresse pas du tout, mais avec le temps, l'idée a fait son chemin. Puis le show de télé va s'appeler Facile, savoureux et abordable. Hein, vous comprenez que je pense que les gens comprennent qu'on va faire des petits plats faciles à faire, qui ne coûtent pas trop cher puis qui sont bons comme ça se peut pas, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime faire la cuisine. Fait que ça part un peu de ça. Proposez-nous des choses qui sont faciles à faire, simples puis qui sont bonnes pour peut-être amener les gens qui ont pas cette passion-là à la développer peut-être puis à le faire plus. Alors, c'est 4 émissions où on va faire 2 plats qui sont faciles à faire, qui ne coûtent pas trop cher, qui sont abordables puis qui sont très goûteux. Puis les invités, les cuisiniers ou cuisinières, ça va être des gens de la place ou des professionnels du milieu? Non, c'est des gens c'est des coups de cœur. La première invitée, je ne veux pas la nommer tout de suite, mais bref, c'est quelqu'un qui, je lui disais tout le temps, je vais le dire, c'est Nathalie Drapeau, qui va être notre première invitée. Nathalie, j'ai déjà été manger là à quelques reprises, puis je disais, t'as le don de faire des choses simples et qui sont bonnes. Mon Dieu, comment tu réussis ça? Fait que j'avais eu cette réflexion il y a 10 ans avec elle. Fait que c'est un peu... Puis quand l'idée de reprendre l'émission, c'était un peu cette inspiration-là qui a été mon fil conducteur pour, dans le fond, pour bâtir un peu cette émission-là. Je suis pas le seul qui aime pas la cuisine. Puis aujourd'hui, avec les prix exorbitants là, à l'épicerie, c'est comme décourageant. Fait que c'est un petit peu tout ça. On va essayer de faire de quoi de bon, qui coûte pas cher, qui est facile à faire. Bien important. Puis la deuxième émission, ben là, ça vient rejoindre le musicien que je suis. C'est un peu une version 2 de l'émission qu'il y avait ici, je pense, qui s'appelait Nos talents locaux, les talents de chez nous, quelque chose. C'est un peu ce principe-là. Ça va s'appeler Passionnés de musique. Donc, que ce soit des artistes locaux, régionaux, des amateurs ou des professionnels, mais ces gens-là ont tous quelque chose en commun, c'est la passion et l'amour de la musique. Et je m'inclus dans l'émission, je vais y participer aussi. Peut-être que je vais pianoter à quelques fois pendant l'émission. Fait que ça va être une émission musicale. On va discuter un petit peu avec l'invité, mais beaucoup de belle musique à venir. Pêche en herbe, un programme de la Fondation de la Faune qui soutient des organismes dans la réalisation d'activités d'initiation à la pêche sportive de jeunes âgés entre 6 et 17 ans, fête ses 25 ans. Pour souligner cette belle maturité, la Fondation a réalisé une fiche interactive intitulée « 25 ans de pêche en herbe ». Voici un petit vidéo qu'ils ont réalisé pour l'occasion. Cette année, le programme Pêche en herbe fête ses 25 ans d'existence. Oui, vous avez bien entendu, il y a de ça 25 ans, le programme visant à faire découvrir la pêche sportive aux jeunes du Québec prenait forme. Au fil des années, on en a formé des jeunes pêcheurs, et ce, été comme hiver. On débute les célébrations parce que 25 ans, ça se souligne, en vous proposant un bref retour historique qui vous présente les racines de ce beau projet. Dans les années 90, un peu tout le monde là, du milieu de la faune constatait qu'il y avait de moins en moins de pêcheurs actifs et de moins en moins de pratiques là, de la pêche et de la chasse aussi. À la Fondation de la faune, on se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire pour un peu renverser cette situation-là. Un bon matin, mon collègue Jean-Roch Leblond, qui était secrétaire à la Fondation à ce moment-là, c'était en 97, est rentré dans mon bureau et m'a dit « Benoît, qu'est-ce que tu dirais si on faisait une initiation de 3000 jeunes à la pêche? » Bon, j'ai dit, là, j'ai avalé ma salive et j'ai dit, oui, OK, on va se lancer. Le programme, au début, s'appelait Pêche en ville, la relève. Et là, il y a 2 personnes qui travaillaient à la fédération qui ont discuté ensemble. Puis ils ont dit, hey, pourquoi qu'on ne changerait pas le nom pour rendre ça plus intéressant, Pêche en herbe. C'est un peu basé sur le génie en herbe. C'était Louise Bastien de notre fondation, puis de la fédération, c'était René Lessard. Dans les premières années, ce qui nous rendait fiers, c'était de voir le petit jeune ou la petite jeune qui recevait son équipement de pêche ou qui prenait sa première truite. Ça, c'était la fierté qu'on éprouvait sur le moment. Mais 25 ans plus tard, c'est vraiment de voir que l'activité dure et que je pense que ça a un effet. Il y a différentes choses probablement qui ont contribué à la reprise de l'intérêt pour la pêche, mais Pêche en herbe en est certainement une. Et ça, oui, ça fait partie de mes fiertés. Le programme Pêche en herbe visait au départ les jeunes de Montréal et de Québec. Les années passent et le mouvement s'enracine partout dans la belle province.
Grâce aux bénévoles, aux instructeurs et à tous les gens qui ont travaillé de près ou de loin à cette réussite, Pêche en herbe n'est réellement pas une histoire de pêche. Le programme évolue et forme année après année un nombre record de nouveaux jeunes pêcheurs. Les premières fois que je suis allée sur le terrain pour pêche en herbe, c'était des petits groupes avec quelques enfants, soit des écoles, soit des associations de chasseurs-pêcheurs. Les jeunes étaient émerveillés, évidemment, par la formation. Il y avait souvent la présence d'un biologiste sur place, d'un agent de protection de la faune aussi qui donnait la formation. Et les jeunes allaient rapidement pêcher dans cette journée-là. Ils recevaient leur permis ensuite, leur certificat qui tient lieu de permis de pêche qu'à leurs 18 ans. Alors, l'émerveillement dans leurs yeux, c'était magique. Au fil des années, il y a eu de plus en plus de jeunes, finalement, parce qu'au début, on parle de 20, 25, 30 jeunes, mais plus j'allais sur le terrain, plus il y avait beaucoup d'enfants. À un moment donné, à Éco-Nature de Laval, sur le bord de la rivière des Mille-Îles, il y avait une activité qu'on était rendu à 200 jeunes dans la même journée. Donc, on voyait déjà l'évolution, la croissance assez phénoménale d'année en année du nombre de jeunes initiés pour ce programme-là. Le programme Pêche en herbe a bien évolué au fil du temps. En fait, on le peut voir juste par le nombre de jeunes qui a été initié année après année. On a commencé avec des petites quantités de jeunes qui étaient initiés jusqu'à des 17-20 000 jeunes par année qui sont initiés. Puis aussi, ce qui est intéressant, ce qu'on a fait, nous, à la Fondation, c'est d'évoluer le programme pour toucher différentes clientèles. Par exemple, s'adresser aux gens davantage en milieu urbain qui ont moins accès au milieu naturel près d'eux, avec les intéresser à la pêche, les intéresser au milieu naturel. Puis, de notre côté, on a essayé aussi de rendre notre formation, rendre nos outils plus actuels, plus intéressants pour les jeunes, puis de suivre un peu la technologie, ce qu'ils connaissent, puis ce qui les intéresse présentement. Là. Donc, c'est pour ça qu'entre autres, on a changé notre formation qui était un guide papier avec une formation en ligne plus interactive, plus avec ce que les jeunes aiment et voient de nos jours. Vous avez peut-être connu le levier de financement, l'encan virtuel Faune Nature de la Fondation de la Faune, avant de connaître le programme Pêche en herbe. Mais peu importe, l'essentiel est de savoir qu'encore aujourd'hui, tous les profits de cet encan favorisent le développement de l'activité relève à la pêche. Si Pêche en herbe est aussi populaire de nos jours, c'est parce que le programme est toujours soucieux de se moderniser pour atteindre les jeunes et de leur faire découvrir la passion de la pêche. Cette année, une nouveauté, une formation interactive en ligne sur la pêche éthique et durable qui sont offertes donc à tous les jeunes de la province du Québec gratuitement à partir du site Internet de la Fondation de la Faune du Québec. Cette formation-là est offerte aux jeunes de 6 à 17 ans et leurs familles. Cette formation-là permet donc d'obtenir son certificat pêche en herbe au terme de la dite formation. Autant les techniques de pêche, les différentes espèces d'intérêt sportif, tout le côté éthique et responsable de la pêche, évidemment, est mis de l'avant aussi parce qu'on souhaite que ces jeunes-là qui participent au programme Pêche en herbe soient des ambassadeurs de la protection des milieux naturels pour pouvoir préserver donc notre qualité de pêche partout au Québec. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au programme Pêche en herbe pour les prochaines années? Bien, dans mon cas, c'est d'avoir encore plus de jeunes en formation autour des lacs et des rivières, puis d'avoir des milliers et des milliers de petits yeux bien intéressés à découvrir la nature canne à pêche à la main. Longue vie! Longue vie! Longue vie! Longue vie! Longue vie à Pêche en herbe! Bon 25e anniversaire à Pêche en herbe. Félicitations encore pour toutes ces années, mais surtout, longue vie au programme. Et voici votre chronique Rendez-vous. Il y aura un whist militaire vendredi le 3 février à 20h au club des 50 ans et plus de Chandler. Faites vos tables. Bienvenue à tous. Pour information, contactez Monique Blais au 418-385-2333 ou le 418-616-1715. Il y aura un carnaval à Oaktown. Vendredi le 3 février à 19h, super bingo cadeau à 19h au club Optimiste de Saint-Godefroy. Samedi le 4 février à 11h, rallye de raquettes. À 13h30, jeu sur glace. Et à 19h, le jeu Deal or No Deal doit avoir 18 ans et plus et les billets à 5 $ vendus en avance. Dimanche le 5 février à 13h30, hockey, les jeunes contre les plus âgés et un bingo cadeau pour les jeunes de 13 ans et moins. Service de cantine, samedi de 11h à 16h et dimanche de 13h30 à 16h. Soirée dansante pour souligner la Saint-Valentin au club L'Amicale, situé au 18 2e avenue Est à Passepédiac. Samedi, le 11 février à 20h30. Lunch servi en fin de soirée. Bienvenue à tous!
Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 29 janvier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!